Nous sommes régulièrement évalués par notre ministère de tutelle sur l'ensemble de notre offre de formation. Et donc cette journée s'inscrit véritablement et parfaitement bien dans cette perspective qui est de réfléchir véritablement aux enjeux et aux besoins à la fois de notre territoire, parce que l'université s'inscrit dans le territoire et en partenariat avec l'ensemble des collectivités et des entreprises qui y sont, mais plus globalement sur les enjeux et les métiers de demain, comme je le disais précédemment. On a une configuration assez unique en France de pouvoir aborder les questions de santé de manière globale. Et c'est au cœur de notre ambition que de pouvoir répondre à des besoins de terrain, des besoins qui sont observés par les professionnels, des besoins qui sont rapportés par les acteurs, et donc de partager les expériences, d'échanger les points de vue. Aujourd'hui, il y a un nouvel acteur qui intervient dans le monde de la santé qui est le data. Qu'on le veuille ou non, demain, à mon sens, ce sera très simple avec des algorithmes de savoir ce dont a besoin un patient. La santé mentale est fondamentale en matière de formation et de voir surtout ce qui se fait à l'étranger, que ce soit de l'hypnose, de l'art-thérapie, les TCC pour les troubles stress post-traumatiques. La révolution de l'informatique à la révolution du numérique et des objets connectés, on voit bien que là, il y a des possibilités aujourd'hui de trouver ce qu'on appellera le domicile agile. Donc à partir de là, comment on peut former bien sûr les élèves de demain qui seront amenés demain bien sûr à intervenir à domicile avec des objets connectés entre autres. On voit bien que toutes ces démarches non médicamenteuses, eh bien je vais en faire une activité de recherche. Aujourd'hui, les futurs professionnels de la santé doivent avoir une vision globale, une vision qui sort, de la simple ordonnance ou du simple stéthoscope qu'on va mettre sur la poitrine du patient. La réhabilitation de bâtiments, lorsqu'on travaille sur un projet alimentaire territorial pour donner une alimentation locale, proche et bio, on fait de la santé. Même quand on fait des pistes cyclables, on travaille sur la santé. Prochainement, on aura un colloque sur le bruit. Le bruit, c'est la première cause de prise de médicaments avant la qualité de l'air. Et c'est toutes ces notions-là qu'on est en train, si vous voulez, avec nos services de santé, de travailler. Deuxième volet très important, au moment où je dis ça, c'est l'impact essentiel de l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin qui n'est pas formé, j'insiste lourdement, en environnement, qui n'a pas un diplôme universitaire environnemental, ne sera pas un bon médecin. La plupart des pathologies qu'on rencontre aujourd'hui sont dues à notre environnement. Lorsqu'on forme des personnes, c'est ça qui est intéressant, vous les formez pour dans 10 ans. Que sera notre planète dans 10 ans ? On peut très bien prévoir aujourd'hui que lorsqu'on va sortir ces personnes de leur stage avec un diplôme, 1 an après, ils ont une remise à niveau. Il va y avoir un module, un département de médecine intégrative, c'est-à-dire un enseignement obligatoire de la médecine intégrative aux étudiants en médecine et aux internes, ce qui représente quelque chose de très important, parce qu'ils sont un des acteurs, pas les seuls, les médecins qui seront après sur le terrain, de ce contact avec les usagers. Et la médecine intégrative, elle intègre toutes les données du patient, de l'usager, c'est-à-dire son alimentation, son émotionnalité, son relationnel à lui-même, à son environnement proche et puis à l'environnement. Donc, il y aura aussi une dimension perturbateur endocrinien, qualité de l'air, etc. Et puis aussi toutes les dimensions thérapeutiques associées, sophrologie, hypnose. Et j'aime bien revenir sur la notion anglo-saxonne de cure et de care. Cure, c'est l'acte de traiter. Et l'acte de traiter actuellement, à mon avis, devient de plus en plus technique. Il est un peu déconnecté entre la technique, n'est-ce pas, et l'approche psychologique qu'on peut avoir de cette technique. C'est-à-dire que les gens sont peut-être très bien soignés, mais ont le sentiment intérieurement de ne pas être pris en charge. Et le care, justement, c'est toute cette prise en charge périphérique qu'il peut y avoir autour du patient ou même socialement autour des personnes âgées, par exemple. Nous aurons besoin de travailler dans 2 axes, à mon avis. C'est tout ce qui est rapport aux nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et l'adaptation de cette intelligence artificielle aux programmes de développement, qu'ils soient médicaux ou sociaux. Et ensuite, l'adaptation aussi de la prise en charge des gens. C'est-à-dire que, par exemple, je pense à l'URLFI qui a aussi associé à la formation en éducation physique. Nous serons preneurs au niveau de l'environnement des personnes âgées, de personnes pour animer justement, pour les maintenir dans une bonne activité physique, de manière à maintenir un bon état de santé. Aussi également au niveau de la nutrition, par exemple, d'avoir des besoins au niveau de la diététique, de conseils et de gens formés à cela. On se rend compte aujourd'hui qu'une formation et un objectif de formation dans une situation post-Covid sera peut-être complètement différente de celle qu'on aurait pu imaginer il y a 4 ou 5 ans dans le passé. On a des besoins qui sont différents.
On voit avec la crise sanitaire et la Covid-19 qu'il y a eu, avec l'arrivée d'un nouveau virus et de nouvelles maladies, une démultiplication d'informations disponibles, une accélération de la diffusion de cette information par le biais des réseaux sociaux. L'OMS a d'ailleurs parlé d'infodémie pour qualifier ce contexte de démultiplication, de foisonnement de l'information. Et dans cette multitude d'informations, on a parfois eu du mal à trouver des informations qui étaient fiables et qui étaient vérifiées. Ça nous semble être un élément qui est assez important, d'aller trouver des personnes qui vont avoir cet aspect-là, de savoir chercher l'information, de savoir la vérifier. Comment on fait travailler ensemble des publics ou des professionnels qui en fait sont dans des formations en silo. Et cette question-là d'exercice coordonné, elle ne peut pas être spontanée et on a besoin d'avoir des lieux ou en tout cas des dispositifs ou des démarches qui vont permettre de coordonner ces différents professionnels. La belle histoire à l'université, c'est toujours de dire que c'est la recherche qui alimente les formations. J'ai envie de dire, le point de départ que nous avons eu en Lorraine et à Metz en particulier, c'est que nous sommes partis de la formation. On a supprimé le traditionnel mémoire de fin d'études et on a remplacé ça par ce qu'on appelle une note de recherche qui doit faire moins de 20 pages et qui est publiée. Donc ça permet de valoriser le travail des personnes qui viennent en formation en se disant que ce sont les acteurs de santé qui participent de la création de connaissances pour les acteurs de santé. Un problème bien posé va avoir des chances de contenir presque en germe sa solution. Et finalement, une des grandes questions, c'est comment hiérarchiser, comment prioriser, comment mettre en avant les bons thèmes. Un profil d'insertion professionnelle, je pense qu'il serait nécessaire d'imaginer quelque chose qui s'appellerait un profil d'insertion recherche, c'est-à-dire d'imaginer comment l'activité de recherche scientifique ne cesse pas à partir du moment où le diplômé quitte l'université. En fait, on pourrait réorienter la définition de notre master. Nos masters forment d'abord des chercheurs. Et ces chercheurs, ils vont aller se spécialiser dans différents domaines d'activité, dans différents secteurs socio-économiques. Quelles questions scientifiques, quelles approches scientifiques on peut extraire des travaux de nos enseignants-chercheurs et les tourner vers l'analyse du secteur professionnel d'insertion du diplômé. Et utiliser ces questions-là pour élaborer des unités d'enseignement qu'on va pouvoir intégrer dans nos masters afin de les rendre plus pertinents du point de vue de la recherche. Donc on a des formations et des compétences qui sont de l'ordre du savoir-être, des compétences humaines en termes d'empathie, on a des compétences qui sont liées au traitement des données, on a des compétences qui sont liées aux nécessités d'une approche transdisciplinaire, des compétences en matière de collaboration, de direction de projet, de pédagogie. J'ai beaucoup apprécié chacune des interventions. On a abordé des thématiques qui sont typiquement LC. On a parlé de la santé mentale, on a parlé de données de santé, du numérique. On a parlé de thérapie complémentaire, d'intervention non médicamenteuse, de ressources documentaires, j'y reviens parce que je pense que c'est un point essentiel, de transfert des connaissances, d'urbanisme favorable à la santé, d'offres de services de santé que les collectivités déployaient également, elles. Et puis il y a aussi un domaine qui a été abordé sur la capitalisation de l'expérience patient. Et ça, je pense que c'est un point aussi intéressant qui a été souligné. J'espère qu'on va pouvoir compter sur vous sur la suite des discussions et de la co-construction de formations qui répondent aux besoins.